Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. 20 novembre, Journée internationale des droits de l'enfant au Bénin. Maître Alessandrine Saïzonou vole au secours de l'enfant brimé et contribue à l'amélioration de la situation des enfants. Ce 20 novembre est également dédié à la prévention de l'herpès, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Plus de détails sur ce virus qui touche des millions de personnes dans le monde. On parle aussi dans cette édition de la fente labiopalatine, cette malformation qui entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Ce 20 novembre, les pays africains célèbrent la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Une journée décrétée par les Nations Unies pour permettre aux États de réfléchir sur les problèmes liés au développement industriel durable. Une occasion d'évaluer les stratégies mises en œuvre pour l'atteinte des objectifs qui visent à faire des Africains des partenaires égaux dans ce secteur. C'est aussi pour susciter une prise de conscience au niveau mondial et mobiliser l'appui international en faveur du développement industriel de l'Afrique. Il y a 22 ans, jour pour jour, que la Convention internationale des droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Pour marquer l'événement, le 20 novembre a été décrété Journée internationale des droits de l'enfant. Alessandra Dioton nous emmène à la rencontre de Maître Alessandrine Saïzonou, avocate béninoise. Elle s'identifie comme une défenseure des droits de l'enfant. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995, est identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'Antopa en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagner. La mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce Bénin, nous le laisserons aux enfants.
Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin. Ce 20 novembre, on célèbre aussi la journée mondiale de lutte contre l'herpès, une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Heureusement, en cas de contagion, des traitements existent, mais on peut également la prévenir. Selon les statistiques de l'OMS, près de 600 millions de personnes dans le monde sont atteintes de l'herpès génital. Cynthia Ressou, Patrick Adjagoudjou. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage. Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Parlons à présent du bec de lièvre, encore appelé fente labiopalatine. C'est une malformation congénitale de la sphère orofaciale. Elle perturbe plusieurs fonctions, entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les explications avec un pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au deuxième trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière
Les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. Suivons à présent le condensé des faits ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. La Nation, en bref, porte la signature de Amandine Agnamboussou. Le ministère du numérique et de la digitalisation aura besoin d'un montant de plus de 24 milliards de francs CFA pour la réalisation de ses ambitions dans son secteur en 2022, surtout dans le domaine des médias. La ministre Aurélie Adame-Soulé-Zoumarou a convaincu la commission budgétaire de l'Assemblée nationale pour que ce budget soit accordé à son département ministériel. Ce projet de budget est en hausse de 150%. Cet accroissement se justifie notamment par la prise en compte des dépenses de fonctionnement des structures de l'ex-ministère de la Communication et de la Poste et la mise en œuvre de nouveaux projets structurants dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Il est prévu pour le secteur des médias un programme média d'un montant de plus de 9 milliards de francs CFA destiné à assurer la modernisation du paysage audiovisuel. Programme d'adaptation des villes au changement climatique, le gouvernement du Bénin signe 2 contrats pour la mise en œuvre de la composante 2 au profit de 4 communes. D'un montant total de plus de 30 milliards de francs CFA, la composante 2 du programme intitulé « Investissement urbain résilient » prend en compte les communes de Boycon, Cotonou, Komé et Semekodi. Ces 2 contrats concernent la construction de canalisations de drainage d'eau pluviale, d'ouvrages de franchissement, le pavage des rues et des aménagements paysagers dans les 4 communes bénéficiaires pour une durée d'exécution des travaux de 18 mois. À terme, les ouvrages vont contribuer à réduire significativement les risques d'inondation, à améliorer le cadre de vie des populations et à assurer la mobilité urbaine en toutes saisons, notamment dans les villes à risque d'inondation, à réduire les risques liés aux catastrophes naturelles et à renforcer la résilience au changement climatique. Le Japon accorde plus de 16 milliards de francs CFA au Bénin pour le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Kofo et du Plateau. Le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon et sa ligne sur le plan national de développement du Bénin 2018-2025. La réalisation du dit projet contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. Il existe beaucoup de villages où les populations ont encore des difficultés à s'approvisionner en eau potable. C'est le cas de plusieurs localités des départements du Kofo et du Plateau. C'est donc pour permettre à ces populations de disposer d'eau potable, de prévenir les maladies d'origine hydrique et améliorer les conditions de vie que le gouvernement du Japon a décidé de financer ce projet. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.